Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. La République démocratique du Congo pourra désormais acquérir tout type d'armes, mais également équipements militaires après la levée de cet embargo nous infligé injustement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans ce numéro de Parlons Nation où nous avons encore l'honneur de vous présenter cette émission et avec comme invité des marques M. Junior Koudoura que je salue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Augustin, merci de me recevoir à nouveau sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, mais également un acteur politique très actif sur terrain. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Eh bien, c'est une nouvelle que nous prenons, qui nous semble être dans la suite logique des démarches que nous avions entreprises, tant sur le plan sécuritaire, mais surtout sur le plan diplomatique. Nous venons de loin, c'est un processus qui a pris du temps à porter ses fruits, mais avec les efforts qui ont été les nôtres au niveau du gouvernement, au niveau des initiatives du chef de l'État lui-même, vous vous en souviendrez lors de son passage sur la tribune des Nations Unies, nous sommes satisfaits, mais nous savons que ce travail a abouti aujourd'hui. Ce n'est pas une victoire en tant que telle, c'est une victoire d'étape, mais la route reste longue et nous allons travailler pour la suite. On parle plutôt d'une victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique, oui, une victoire d'étape, je le répète. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce conflit RDC-Rwanda. Je ne parle même plus du M23 parce que c'est un conflit RDC-Rwanda qui clairement, dont les acteurs sont définis. C'est une victoire d'étape. Mais aujourd'hui, cette victoire d'étape a d'autres conséquences en termes de travail qu'il faut fournir pour développer notre armée davantage et débouter la menace à l'extérieur de nos frontières. Quelle a été justement la motivation de tous les 15 membres des Nations Unies pour voter à l'unanimité et enfin la RDC qui obtient cette levée de cet embargo? Eh bien, je pense que c'est l'engagement. L'engagement d'abord de notre chef de l'État qui a lancé un appel à la mobilisation générale. Et cet appel à la mobilisation, il a été entendu par nos populations. Donc moi, j'aimerais tirer chapeau bas à tous les Congolais qui se sont mobilisés comme un seul homme pour exprimer le ras-le-bol généralisé de nos populations, tant au niveau de la RDC qu'au niveau des autres pays où se trouve la population congolaise. Et ce ras-le-bol généralisé, cette façon dont nous avons exprimé notre mécontentement et notre ras-le-bol, a porté ses fruits et a été entendu sur la scène internationale. C'est un engagement qui a été fait par les Congolais comme un seul homme, à l'initiative et à l'appel lancé par le chef de l'État. Beaucoup et la majeure partie des Congolais ont réagi positivement, se sont impliqués. Le monde sportif, nous le voyons à la télévision, dans les compétitions internationales, le monde artistique et musical, le monde politique dans sa majorité, l'Église, la société civile. Donc, ça démontre à suffisance que lorsque les Congolais se mettent tous ensemble sur le même chemin, ils peuvent bouger les lignes. Et donc aujourd'hui, grâce à cet appel qui a été lancé par le chef de l'État et surtout grâce à la population qui a répondu et qui s'est mobilisée,
ça a apporté ses fruits sur le plan diplomatique, effectivement. Justement, en dehors de cette victoire diplomatique aujourd'hui, peut-on aussi dire que c'est la renaissance de cette armée, l'armée congolaise? Je le dis, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas fanfaronner, il ne faut pas être dans un discours populiste. C'est une victoire d'étape. Mais aujourd'hui, concrètement, ça veut dire que la RDC peut transacter et commercer avec des pays pour l'acquisition d'armes sans aucune restriction de forme ou de fond. Ça suppose que l'État congolais doit d'ores et déjà, dès aujourd'hui, travailler pour la mise en place d'une loi de programmation militaire telle que promulguée par le chef de l'État. Et donc, grâce à cette loi de programmation militaire qui a été promulguée par le chef de l'État, nos députés nationaux doivent travailler sur une loi spécifique, claire, sur une allocation budgétaire claire, sur le financement de nos armées, de notre armée, sur la prise en charge de notre armée, une prise en charge budgétisée, légale, cyclique, systématique et générale sur le long terme. Et donc, cette victoire d'étape, je l'ai dit, elle implique que nos députés, au niveau du travail et de la production législative, soient tous azimuts pour produire une loi budgétaire, puisque depuis longtemps au Congo, jamais nous avions eu un arsenal juridique nous permettant de financer légalement l'armée, de manière officielle et légale, et légiférée. Aujourd'hui, avec la loi qui a été promulguée par le chef de l'État sur la programmation militaire, avec la levée de l'embargo, enfin du régime de notification, tous les moyens sont donc mis en place pour que nos députés produisent un texte permettant le financement de l'armée et la prise en charge de toutes les questions relatives à l'armée. Les questions sociales, les questions militaires, les questions logistiques, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une victoire d'étape qui engendre des conséquences au niveau des responsabilités des députés que nous attendons donc au niveau de l'Assemblée pour produire un texte le plus rapidement possible pour permettre un financement conséquent de nos forces militaires. Plusieurs années, ce régime de notification nous avait été imposé. Aujourd'hui, nous obtenons quand même cette liberté. Comment conserver cet atout? Eh bien, vous l'avez dit depuis plusieurs années, depuis 2008, la RDC était sous régime d'embargo. Le régime de notification faisait que les pays exportateurs d'armes au Congo devaient notifier les Nations Unies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut vous démontrer que comme cet obstacle a été levé, que le gouvernement congolais retrousse ses manches et directement légifère pour financer l'armée, pour planifier un programme de financement de l'armée, un programme de budgétisation des dépenses liées à l'armée et montrer que nous n'étions pas simplement en train de nous plaindre et que c'était creux, mais que nos plaintes étaient fondées et que maintenant, ces obstacles étant levés, directement, nous légiférons sur la question, nous finançons l'armée et nous lui octroyons un budget conséquent par rapport aux enjeux de l'heure. Peut-on parler aujourd'hui d'une victoire à l'avance sur tous les groupes armés qui opèrent dans la partie est de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes libres d'acheter n'importe quel exactement, type d'armes. C'est un message, oui. Nous sommes, évidemment, c'est ça la question, nous sommes libres d'acheter n'importe quel type d'armes. C'est une victoire symbolique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons des chaînes qui nous ont été retirées, si on peut le dire comme tel. Mais à nous de donner du contenu à ce symbole. À nous de faire en sorte d'effectivement financer l'armée. À nous de faire en sorte d'effectivement planifier. Et de faire en sorte d'effectivement que cette loi de programmation militaire soit appliquée. Et appliquée comme il le faut, tel que légiférée. Parce que l'arsenal juridique, c'est bien beau. La question et la difficulté que nous avons souvent en RDC, c'est l'application des textes, qui souvent sont très bons. Donc, il faut suivre ce processus, mettre une pression forte sur le député pour qu'il légifère cette question-là, mettre une pression politique forte et un suivi fort sur le gouvernement pour l'application de cette loi budgétaire quand elle sera prête. Et enfin, en tout cas que ce crédit, quand il sera prêt, qu'il soit appliqué tel quel. Et enfin, effectivement, financer l'armée et accompagner l'armée au quotidien dans le combat qui est à l'est du pays. Donc la victoire, elle est symbolique, mais à nous, au gouvernement, d'y donner du contenu en légiférant et en appliquant la loi et en finançant. Très bien. En vous entendant parler, il n'y aura pas d'autres formalités à remplir après justement l'obtention de cette levée de cet embargo où nous basculons, nous quittons ces régimes, le régime que nous avions appelé les régimes de notification. Il n'y aura pas d'autres formalités à remplir. Il n'y a pas d'autres formalités. Je pense qu'il y a eu un bras de fer énorme qui a été joué sur la scène diplomatique. Le chef de l'État, depuis des mois et des mois,
a fait maintes et une discussion avec les responsables des pays étrangers, de la communauté internationale, des États de la sous-région. Tous les discours, toutes les entrevues qu'il y a eu avec le chef de l'État de notre pays et d'autres pays ont porté leurs fruits. On ne peut pas passer sous silence les efforts multiples qui ont été faits par le chef de l'État, quand beaucoup d'hommes politiques de l'opposition sont restés muets, quand beaucoup d'hommes politiques de l'opposition ont critiqué les démarches diplomatiques du chef de l'État. Aujourd'hui, il faut reconnaître ça porte des fruits. Que ça porte des fruits. Il faut reconnaître que la mobilisation du chef de l'État et de la population, c'est important de le dire, surtout de la population, ont porté leurs fruits. Parce que le message du chef de l'État a été cohérent, parce que la pression diplomatique a été cohérente, parce que lorsque nous avons fustigé la présence des Nations Unies en RDC et qu'en même temps, ces mêmes Nations Unies, à travers l'Union européenne, financent le Rwanda, alors que le Rwanda soutient un groupe militaire, et que nous avons fustigé et mis la pression au niveau international sur cette question-là, aujourd'hui, cette politique que nous avons eue porte ses fruits. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je le disais, il y a eu un rapport de force énorme sur la question du maintien de la MONUSCO en RDC et sur la question du retrait du régime de notification. Et je suppose qu'avec la pression qui a été faite, des Congolais qui ont demandé à ce que la MONUSCO quitte la RDC, avec la pression qui a été faite lorsque le Congo a demandé à ce que nous puissions acheter librement, comme tout État souverain qui se respecte, nos propres armes, cette pression-là, sur ces deux points de la MONUSCO en RDC et du financement de matériaux militaires, la pression faite par les Congolais à travers le monde, tout domaine confondu, a payé. C'est ainsi que vous avez constaté que la MONUSCO, non seulement a maintenu son mandat, a prolongé son mandat d'une année en RDC à travers la résolution, mais elle a dû faire des concessions. Parce que la population a tellement décrié son manque d'activité, son côté passif ici, qu'elle a dû concéder quelque chose d'important qui, depuis 2008, nous enchaîne. Et c'était quelque chose qui est non négligeable. Il faut souligner cela. Après, je le redis, la pression a été faite. La MONUSCO a dû concéder le retrait. La pression a été faite à tous les niveaux. La MONUSCO a dû concéder le retrait de la notification pour pouvoir demeurer en RDC une année en plus. Et ça, c'est grâce à la pression des Congolais, sur les réseaux sociaux, sur le terrain, partout en Europe, la diplomatie. C'est une chose positive. Après, maintenant, à nous, je le répète et je souligne cet aspect-là, de donner du contenu, de ne pas simplement dire que, ok, c'est une victoire. Non, c'est une victoire d'étape, mais ce n'est pas une victoire générale. Donc, à nous de légiférer, à nous de financer notre armée. Le ministre des Finances l'a dit, tous les moyens sont mis en place pour financer l'armée. Mais si nous avons, avec la loi sur la programmation militaire, une loi budgétaire qui insère en son sein un libellé clair pour le financement de l'armée, ce serait magnifique. Et il faut donc travailler sur ça. Très bien. Vous mettez le Parlement devant ses responsabilités. Bien vous sûr. avez beaucoup plus se charger ce Parlement. Mais sur le plan technique, que faire pour justement faire face à toute invasion contre la RDC à l'est de la... Techniquement, il faut financer l'armée. Il n'y a pas mille routes. Il faut financer l'armée. Nous devons mobiliser les fonds pour financer l'armée. Et ça suffit. Ce financement, le financement de l'armée suffit. le financement de l'armée... L'effectif, les moutons noirs qu'on attend décrier au sein de l'armée et réformer même l'armée. La réforme de l'armée, aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit. Et à travers la résolution qui a été faite, qui a été prise par les parlementaires, aucun membre des groupes armés présents en RDC ne va intégrer l'une de nos forces sécuritaire. Aucun membre. Le programme de réintégration, de réinsertion dont on peut parler aujourd'hui sous Félix Tshisekedi n'a rien à voir avec le programme de réinsertion et réintégration d'antan. Dans le passé, le programme de réintégration et réinsertion et de désarmement, DDR, supposait que les militaires rebelles qui déposaient les armes étaient réintégrés dans nos différentes forces militaires. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit devant la nation. 6 programmes de réintégration et réinsertion devraient avoir lieu. Ce programme serait constitué autour d'une réintégration sociale. Mais il ne sera nullement et jamais question d'intégrer des forces rebelles, ni dans la police, ni dans les services de sécurité, ni dans nos forces militaires. Ça, c'est une avancée, c'est une différence notable et capitale dans la manière dont aujourd'hui la question rwandaise est gérée. Est-ce que ça ne va pas encore créer quelques ennuis encore
Non, vous me posez la question de savoir où... de l'infiltration des forces ennemies dans nos forces militaires, dans notre système de sécurité, dans notre système politique. Aujourd'hui, je vous réponds qu'à l'époque, le programme DDR consistait, entre autres, à prendre les forces armées des armées et à les réintégrer dans nos forces armées, police, armée, services de renseignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les parlementaires ont pris une résolution qui a été adoptée également et à laquelle a adhéré le gouvernement de n'intégrer aucune force rebelle, aucun élément rebelle dans nos forces militaires. Et si intégration sociale et réintégration et réinsertion il devrait y avoir, cette réinsertion se ferait sur un point de vue social, un point de vue simplement sociétal, mais jamais dans l'armée. Donc, en termes de lutte contre l'invasion, contre l'infiltration de nos troupes, c'est un point important. Et ça, il faut le souligner. Et deuxièmement, l'aspect financier, il est primordial. Vous ne pouvez pas simplement dire on va lutter contre l'infiltration. Ça, on a fait une rupture avec le passé. La politique du président Tshisekedi, c'est de ne plus réintégrer dans les forces armées, mais simplement faire une réintégration sociale. Deuxième chose, c'est le financement. Et ce financement-là, vous pouvez avoir les fonds, mais si vous avez un régime de notification qui vous impose, en fait, aux États qui vous vendent des armes, de notifier les Nations Unies, ça suppose que les Nations Unies peuvent vous refuser ces armes-là. Et donc, aujourd'hui, avec ce fait que nous ne soyons plus enchaînés par cette notification-là, ce régime-là de notification, nous devons maintenant financer l'armée. Nous n'avons plus de prétexte à donner pour ne pas financer l'armée. Avec les moyens qui sont nôtres, avec l'augmentation du budget qui est la nôtre, voyons voir si la part belle sera réservée à l'armée, et je pense que ce sera le cas, puisqu'effectivement, la question militaire est la priorité du gouvernement. Très bien. Je rappelle que je reçois Junior Koudoura sur ces plateaux. Avec lui, nous sommes en train d'aborder la thématique sur cette levée d'embargo, justement, nous imposée injustement plusieurs années par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de chuter d'ailleurs. Peut-on dire que cette décision du Conseil de sécurité, c'est comme qui dirait, ils ont tourné les dos à tous nos agresseurs, tous ceux qui nous ont causé du tort. Je pense que le ras-le-bol généralisé des Congolais a eu écho sur la planète. Il y a une mobilisation générale incontestable. Quelques récalcitrants simplement, qui ne sont pas patriotes, n'ont pas pris part à cet élan d'unité, de solidarité, de mobilisation générale demandée par le chef de l'État et obtenue par le chef de l'État grâce à la population sur le pays et à l'extérieur. Je pense que cette pression a eu écho jusque dans les plus hautes sphères internationales. Je pense aussi que cette pression-là, elle a joué sur les Nations Unies qui ont été en fait pointées du doigt et démasquées dans le rôle qu'elles jouent avec le Rwanda. Et je pense aussi que les Nations Unies ont vu qu'il restait ça si peu pour que les Congolais obtiennent le départ des Nations Unies de la RDC. Et je pense aussi, en définitive, que ce régime de notification a été obtenu en échange de la peut-être prolongation, si je dois être sincère, du mandat des Nations Unies en RDC, de la MONUSCO en RDC. Mais selon mon avis, cette victoire d'étape, selon moi, devrait mener dans une année à un départ définitif. Il faudrait accélérer le processus de départ des Nations Unies qui ont montré leur suffisance, leur insuffisance. Jusque-là, on peut dire que la voix de la RDC a été entendue. Elle a été entendue. Aujourd'hui, la voix des Nations Unies porte sur le plan diplomatique. Quelle est la grande victoire dont vous vous souvenez des 5 dernières ou des 10 dernières années sur le plan diplomatique en RDC? On n'a eu aucune. Aucune. Pourtant, la question du Rwanda et la question du M23 est présente en RDC depuis 20 ans. Vous êtes de même accord avec ceux qui pensent que la diplomatie agissante a produit des fruits? Mais bien sûr, elle a produit des fruits. Le président est sur la scène diplomatique tous les jours depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous obtenons le retrait du régime de notification qui nous enchaîne depuis 14 ans. Pourtant, beaucoup critiqué ici, avec plusieurs voyages, ça et là. Aujourd'hui, quand même, toutes ces personnes vont donner raison au chef de l'État. Avec la mauvaise foi qui les caractérise, je ne pense pas qu'ils donneront officiellement raison. Mais là où elles sont, ces personnes savent qu'effectivement, c'est une victoire d'étape importante. Et que c'est une victoire que le chef de l'État a obtenue grâce à la mobilisation générale, que les Congolais ont suivie, grâce à ses efforts diplomatiques. Et ces efforts ont mené à un retrait du régime de notification, au fait que le Rwanda ait été isolé politiquement et pointé du doigt. Et cette victoire-là, jamais nous ne l'avons eue depuis les 14 dernières années. Il faut savoir que ça fait 14 ans, depuis 2008, que nous sommes sur ce régime-là. Jamais nous n'avons pu acheter des armes sans qu'il y ait un hoquet
des Nations Unies. Très bien. Avec quel état d'esprit, la dernière question évidemment, avec quel état d'esprit pourrions-nous pérenniser justement cet atout ou cette acquisition? Il faut légiférer, il faut travailler rapidement, durement, pour avoir un contexte et un cadre légal permettant le financement de l'armée. Et il faut financer cette armée-là. Il n'y a pas mille routes. Il faut financer l'armée, trouver les moyens. Nous avons lu dans les journaux, nous avons travaillé avec le gouvernement pour qu'il y ait une augmentation du budget à venir, que ce budget-là alloue la part belle aux forces militaires congolaises. Et c'est sur quoi nous travaillons au niveau du gouvernement congolais. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était d'ailleurs un réel plaisir encore de vous recevoir sur ces plateaux pour justement aborder cette question qui fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre. On espère vous retrouver dans le tout prochain jour. C'est moi qui vous remercie, Augustin. J'espère qu'on a passé un bon message aux Congolais, un message lucide. J'espère que ceux qui sont convaincus le seront davantage. J'espère que ceux qui n'ont pas été convaincus pourront peut-être réfléchir à ce qui a été dit sur ce plateau. En tout cas, merci à vous. J'espère que nous viendrons très bientôt sur le plateau pour discuter avec vous. Et à très bientôt. J'étais en train de désannoncer l'émission. Un petit mot, l'enrôlement, c'est demain déjà. L'enrôlement du 24 décembre au 23 janvier, c'est très important. Comme je l'ai dit, les jeunes, les moins jeunes, la politique, elle est partout avec nous. Elle nous impacte à tous les niveaux, que nous le voulions ou non, de manière directe ou indirecte. Elle nous impacte. Vous voulez du chef de l'État, vous devez vous enrôler pour voter. Vous ne voulez pas du chef de l'État, vous devez vous enrôler pour voter aussi. Donc, dans tous les cas, mobilisez-vous. On parle souvent des droits des Congolais sur ce plateau, mais nous avons aussi des devoirs en tant que population de respecter ces devoirs-là et de jouer notre rôle. Notre rôle, c'est notamment celui de voter et de nous enrôler, donc faisons-le à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous au niveau de la CENI pour vous enrôler. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur la même chaîne et à la même heure dans le tout prochain jour avec le réel plaisir pour vous présenter encore une fois Parlons Nation. Au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.